Je m'appelle Amy, une infirmière de 52 ans qui a passé des décennies à soigner des corps brisés et à apaiser des âmes brisées dans les couloirs sombres de l'hôpital Saint-Marie. Soir après soir, j'ai arpenté ces couloirs stériles, mes baskets usées résonnant sur les sols craquelés, le cœur lourd du poids de la routine et d'un mariage qui ressemblait plus à une ombre confortable qu'à une flamme. Mais lors d'une garde de nuit fatidique, quelque chose a basculé. 2 patients, jeunes et magnétiques, m'ont regardé avec des yeux qui voyaient au-delà de ma tenue, réveillant un désir que je croyais avoir enterré depuis longtemps. Tiraillée entre devoir et désir, je me tenais au bord d'une ligne interdite, mon pouls battant à tout rompre, un frisson que je ne pouvais ignorer. Ce qui s'est passé dans la chambre 421 cette nuit-là menace de détruire tout ce que j'ai construit. Vais-je garder ce secret bien caché? Où va-t-il me détruire? Imaginez une paire de baskets usées, des âmes amincies par des années d'arpentage stérile, immobiles un instant sur un sol en linoléum fissuré. C'est moi, Émilie, à 52 ans, prise dans une seconde de calme avant le chaos d'une nouvelle garde de nuit à l'hôpital Saint-Marie. Cette petite ville de banlieue est mon univers depuis plus de 30 ans, et ses murs d'hôpital, peints d'un beige terne à la fois réconfortant et étouffant, sont ma seconde patrie. Je suis infirmière ici depuis que je suis plus jeune que la plupart des nouvelles recrues que je forme. À l'époque, mes mains ne tremblaient pas après 12 heures d'effort, et mon dos ne hurlait pas à chaque flexion. Maintenant, mes pieds me font mal, comme s'ils avaient parcouru des milliers de kilomètres, palpitant au rythme des néons qui bourdonnent au-dessus de ma tête. L'odeur d'antiseptique imprègne ma blouse, mes cheveux et même ma peau. Peu importe le nombre de douches que je prends, c'est une odeur à laquelle je ne peux échapper, un rappel constant de ce travail qui est à la fois ma raison d'être et mon fardeau. Mais il y a quelque chose là-dedans, vous savez, une sorte de grâce discrète dans les moments où un patient me serre la main, ses yeux exprimant ce que les mots ne peuvent exprimer. J'ai tenu des mains jusqu'à leur dernier souffle, essuyé des larmes sur des visages que je ne reverrai jamais et offert des sourires à des gens qui ne me remarquent même pas. Parfois, j'ai l'impression d'être un fantôme dans ces couloirs, invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin d'être sauvé. Et pourtant, je reviens soir après soir, car au fond de moi, je crois que je fais une différence, même si mon reflet dans le miroir de la salle de pause paraît plus fatigué d'année en année. À la maison, la routine est différente. Mon mari, Liam, a 62 ans, comptable à la retraite qui a troqué les tableurs contre les mots croisés et les menus du jour. Nous sommes mariés depuis 37 ans, un nombre qui ressemble à la fois à un triomphe et à une attente. Notre vie commune est un chemin bien tracé, dîner à 17 heures précises, généralement quelque chose de simple comme un pain de viande ou un ragoût, mangé dans un silence quasi total, à l'exception du cliquetis des fourchettes dans les assiettes. Puis, c'est le journal du soir, Liam les yeux rivés à l'écran, moi écoutant à moitié, mon esprit revoyant encore les urgences de la journée ou la voix brisée d'un patient lorsqu'il m'a remercié. À minuit, nous sommes au lit. L'espace entre nous sur le matelas est plus grand qu'avant, même si aucun de nous ne le dit à voix haute. C'est confortable, prévisible, comme une chanson qu'on a entendue trop de fois mais qu'on n'arrive pas à changer. J'aime Liam. Je l'aime avec cette douceur familière, comme on aime la chaise sur laquelle on est assis depuis des décennies. Mais parfois, je me surprends à regarder par la fenêtre de la cuisine, me demandant si c'est tout. Ce soir, je ne suis pas chez moi. Je suis là, dans la faible lueur du 3e étage de l'hôpital, le service de nuit qui s'étend devant moi comme une route sans fin. Les couloirs sont plus calmes maintenant, à l'exception du léger bourdonnement des machines et du murmure occasionnel d'un collègue au bout du couloir. Je pousse la porte de la chambre 421, la faible lueur de la lampe de chevet projetant de longues ombres irrégulières sur les murs. C'est une petite pièce exiguë avec 2 lits et le fouillis habituel de matériel médical. Mais il y a quelque chose de différent ici ce soir, quelque chose que je n'arrive pas à cerner. Je réajuste le presse-papier dans ma main, mes yeux fatigués parcourant le dossier en entrant, la porte grinçant doucement derrière moi. Là, assis dans le premier lit, se trouve Ethan. Il a la trentaine, je dirais, avec des traits anguleux qui pourraient couper du verre s'ils n'étaient pas adoucis par une barbe négligée. Ses yeux verts sont intenses, presque perçants, et il se fixe sur moi dès que j'entre,
m'observant comme une énigme qu'il essaie de résoudre. Un bandage autour de son bras gauche, d'un blanc éclatant sur sa peau bronzée, mais il ne semble pas gêné. Il est adossé aux oreillers, l'un nonchalamment plié, un sourire narquois sur le visage tandis que je m'approche. Ce n'est pas le genre de regard auquel je suis habitué de la part des patients. La plupart sont trop faibles ou trop sous traitement pour me remarquer. Mais Ethan, il est trop conscient, et ça me donne des picotements d'une manière que je ne suis pas sûre d'apprécier. Dans le lit à côté de lui, John, un peu plus jeune, peut-être la fin de la vingtaine, avec un visage plus doux qui semble presque enfantin dans son sommeil. Ses cheveux noirs sont ébouriffés, tombant sur un bandage sur son front, et sa poitrine se soulève à un rythme régulier qui me dit qu'il est dans un profond sommeil. Il y a une force tranquille en lui, même inconscient, une sorte de vitalité qui respire dans cet endroit où l'âge et la maladie dominent. J'ai l'habitude de prendre soin de patients fragiles, leurs mains tremblantes lorsqu'ils tendent la main pour un verre d'eau, leur voix fine comme du papier. Mais ceux-là, ils sont différents, jeunes, forts, pleins de vie d'une manière presque déplacée ici. Je chasse cette pensée, l'attribuant à l'heure tardive et à la douleur dans mes pieds. Concentre-toi sur ton travail, Émilie, c'est pour ça que tu es là. Je pose le plateau sur le support à côté du lit d'Ethan. Après toutes ces années, mes gestes sont automatiques. Bon, on prépare tout ça, dis-je d'une voix calme et expérimentée, le ton que j'ai perfectionné pour mettre les patients à l'aise. J'enfile une paire de gants, le latex claquant contre mes poignets, et je commence à stériliser la zone de son bras valide. Je suis soudain extrêmement consciente de ma proximité. Le léger parfum de son eau de Cologne se mélange à l'air stérile de l'hôpital. Je lève les yeux une seconde, et nos regards se croisent. Il y a une lueur de quelque chose, une étincelle qui me prend par surprise, se répandant dans mon corps comme une gorgée de thé par une nuit froide. Je détourne rapidement le regard, me forçant à me concentrer à nouveau sur la tâche à accomplir tandis que je termine de préparer le bras d'Ethan pour la perfusion. Mais l'air de la chambre 421 est plus lourd maintenant, chargé de quelque chose que je n'arrive pas à nommer. Je me dirige ensuite vers le lit de John, ma routine reprenant son cours tandis que je vérifie ses constantes. Mes mains sont calmes, exercées, bougeant avec la précision de quelqu'un qui a fait ça 1 million de fois, malgré une étrange tension qui me picote la nuque. Le faible bip du moniteur cardiaque brise le silence, me rappelant constamment où je suis et ce que je suis censé faire. Je jette un coup d'œil aux chiffres sur l'écran, constatant que tout est stable, mais je ne peux m'empêcher de sentir le regard d'Ethan sur moi, intense et inflexible, comme un projecteur dont je ne peux me détacher. « Tu dois être fatigué de travailler ces longues nuits », dit soudain Ethan, d'une voix basse, presque un murmure, qui perce le silence. Ces mots ont un poids, un ton plus personnel qu'ils ne devraient. Je garde les yeux rivés sur le dossier médical de John, griffonnant un petit mot, et parviens à esquisser un sourire poli. Ça fait partie du travail, je réponds d'une voix égale, professionnelle, comme je me suis entraînée à l'être. Mais je peux sentir mes joues rougir, une chaleur dans le cou que j'espère que la faible lumière masque. Je ne suis pas habituée à ce genre d'attention, plus maintenant, plus après des années passées à n'être qu'un visage parmi tant d'autres dans une mer de blues. Je me tourne pour ajuster la perfusion d'Ethan, ayant besoin de m'occuper les mains pour garder les pieds sur terre. C'est là que ça arrive. Alors que je tends la main vers le tube, la main d'Ethan se tend brusquement et se referme sur la mienne. Le contact est un choc violent, électrique. Mon cœur cogne contre mes côtes comme s'il essayait de se libérer. Je me fige, le souffle coupé, tandis qu'il m'attire plus près de lui. Sa poigne est ferme, mais sans force, juste assez pour me retenir. Ses yeux verts plongent dans les miens, intenses, scrutateurs, et je ne peux détourner le regard. Je crois que j'ai besoin de plus que de soins médicaux, murmure-t-il, d'une voix basse, teintée d'une suggestion qui me retourne l'estomac comme je ne l'avais pas ressenti depuis des décennies. Je suis prise au piège, suspendue dans l'instant, tiraillée entre le devoir et le frisson inattendu qui me parcourt les veines. C'est une pensée que j'avais enfouie depuis longtemps, quelque chose de sauvage et d'imprudent qui n'a rien à faire dans la vie que je me suis construite. Avant que je puisse réagir, un bruissement se fait entendre dans l'autre lit. John, les yeux s'ouvrent brusquement, flous au début,
mais s'éclaircissant rapidement à mesure qu'il contemple la scène. Mon pouls accélère, me submergeant lorsque je réalise qu'il nous regarde, Ethan tenant ma main, la façon dont je me tiens si près, tendue, presque suffocante. Je m'attends à ce qu'il dise quelque chose, qu'il brise l'instant, qu'il détourne même le regard. Mais au lieu de cela, il sort du lit, pieds nus silencieux sur le sol frais. Un sourire s'illumine sur son visage, un air entendu, et il s'approche de nous. Je suis cloué sur place, mon esprit un chaos de pensées et quelque chose d'autre, d'interdit, que je ne veux pas nommer. La main de John se pose sur mon épaule, légère mais délibérée, envoyant un frisson que je ne peux réprimer. Je suis entre eux maintenant, prise dans un triangle de chaleur et d'intention inexprimée. Mes pensées ne font qu'une, prendre du recul, me souvenir de qui je suis, penser à Liam qui m'attend à la maison dans notre vie tranquille et prévisible. Mais une autre partie, une partie que j'ai négligée longtemps, s'éveille, affamée, curieuse d'une manière qui m'effraie. La poigne d'Ethan sur ma main se resserre légèrement, une question silencieuse, tandis que la main de John sur mon épaule, taquine, scrute. La chambre d'hôpital, avec ses murs stériles et ses machines bourdonnantes, semble se rétrécir autour de nous. Le reste du monde s'effondre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ça, eux, moi, et la ligne que je n'ai jamais osé franchir. Et puis, dans un moment de faiblesse, je ne recule pas. Je sors de la pièce en titubant, la chambre 421. La porte se referme derrière moi avec un bruit sec, une détermination qui résonne comme un coup de poing. Mon esprit est une tempête, répétant chaque seconde de ce qui vient de se passer, chaque détail saisissant et inébranlable. Je marche dans le couloir vide de l'hôpital, les néons projetant des ombres dures sur les murs gris, mais je les vois à peine, courbés comme si j'étais debout trop près du feu. Je peux encore sentir la faible trace de l'eau de Cologne d'Ethan accrochée à ma blouse, un parfum qui ne me laissera pas oublier. Mes mains serrent mon presse-papier comme une bouée de sauvetage, le plastique tremblant de manière incontrôlable, creusant les bords dans mes paumes. J'essaie de me stabiliser. Chaque pas résonne dans le silence, un son creux qui ressemble à une course. Mon cœur bat. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, comment je me suis laissé tomber dans quelque chose de si imprudent, de si inhabituel. Je dois m'en aller, me cacher, ne serait-ce qu'un instant. Je me faufile dans la salle de pause au bout du couloir, la porte battante se refermant derrière moi avec un léger bruit sourd. La pièce est vide, Dieu merci. Juste quelques chaises dépareillées, un petit comptoir et une machine à café qui a connu des jours meilleurs. Un petit miroir est suspendu au-dessus de l'évier, et je me vois tel que je suis, appuyé au comptoir, m'agrippant au bord pour me soutenir. La femme qui me regarde semble une étrangère, les yeux écarquillés et hantés, les joues encore teintées. Je ne peux pas m'enfuir. Je veux dire quelque chose, mais je ne sais pas qui est cette personne. Ce n'est pas Émilie, l'infirmière qui a passé des décennies à prendre soin des autres. Ce n'est pas Émilie, l'épouse qui a construit une vie de confiance tranquille avec Liam. C'est quelqu'un à qui je ne m'identifie pas, quelqu'un qui est sur le point de briser tout ce que je pensais être. Je pense à Liam, endormi dans notre maison, sa respiration régulière remplissant le silence de notre chambre. Il me fait entièrement confiance, comme on fait confiance à quelqu'un après 37 ans de conversation matinale et nocturne. Il rêve peut-être de quelque chose de banal, comme moi en train de réparer le robinet qui fuit dans la cuisine ou de planifier notre prochain trajet en voiture du dimanche. Et me voilà, avec le mot trahison qui me frappe comme une vague. J'ai l'estomac noué, je dois mettre la main sur la bouche pour éviter de vomir. Comment pourrais-je tout gâcher? J'en ai toujours été fière, stable, fiable, celle qui maintient les choses ensemble quand tout s'écroule. Mais ce soir, je me suis laissée aller, et je ne sais pas comment recoller les morceaux. Mais malgré les griffes de la culpabilité, il y a autre chose, je dois l'admettre, comme une étincelle qui ne s'éteindra pas, un rappel de ma vitalité. Dans ces moments volés, je peux encore sentir la main d'Ethan, ferme et sûre, me tirant dans un endroit où je n'étais pas seulement une infirmière fatiguée ou une épouse prévisible, mais quelqu'un de désiré, quelqu'un de vu. Et John, son murmure, la façon dont sa voix dansait avec une légèreté qui faisait battre mon cœur,
me ramenant à une jeunesse insouciante que je n'avais plus ressentie depuis des décennies. Leur présence, prudente mais chargée, a réveillé en moi quelque chose que je croyais avoir perdu depuis longtemps, un désir de connexion, de passion, que j'avais enfoui sous des années de routine et de responsabilité. C'est une dualité qui me déchire, le dégoût de moi-même pour ce que j'ai fait, pour le mal que je pourrais causer, et pourtant, cette étrange et indéniable force, ce sentiment d'être plus que la somme de mon quotidien. Je le voulais, vraiment, d'une manière qui avait été absente de ma vie pendant si longtemps, et je déteste ce désir. Je ferme les yeux, essayant de faire abstraction des souvenirs, mais ils sont gravés en moi, la façon dont l'air de cette pièce a changé, la chaleur de leur proximité, la compréhension tacite qui s'est établie entre nous. C'est alors que je rentre chez moi au lever du soleil que le monde à travers ma voiture semble appartenir à quelqu'un d'autre, une vie d'inconnu dans laquelle je suis tombée par hasard. Les rues de cette paisible banlieue, d'habitude si familières, semblent désormais lointaines, peintes de gris et d'or tamisées par la lumière matinale. Le silence à l'intérieur de la voiture est étouffant, rompu seulement par le son saccadé de ma propre respiration, irrégulière et lourde du poids de ce que j'ai fait. Chaque feu rouge que je croise semble me fixer, le rouge brûlant dans ma vision, tel un jugement, une accusation silencieuse de culpabilité dont je ne peux me défaire. Je serre le volant plus fort, les jointures pâles, comme si tenir bon pouvait m'empêcher de m'effondrer. L'hôpital est derrière moi, mais le souvenir de la chambre 421 s'accroche à moi comme une ombre, refusant de me lâcher. Je peux encore sentir la chaleur de ce moment, l'air chargé, la façon dont mon cœur s'emballait, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'est une tache sur mon âme, une tache que je ne peux pas effacer, même si je le souhaite. Le trajet est interminable, chaque kilomètre s'étirant vers l'éternité, laissant à mon esprit trop d'espace pour ruminer chaque détail. Je pense à la façon dont je me suis laissé emporter par ce tourbillon, comment je me tenais là, coincé entre Ethan et John, au bord de l'interdit. Ce n'était pas seulement une erreur de jugement, c'était une trahison de tout ce que j'avais construit, de tout ce que j'avais promis de protéger. Mes mains tremblent sur le volant tandis que je tourne dans notre rue. La vue familière de notre modeste maison apparaît. C'est un endroit qui a toujours été mon refuge, mais qui maintenant ressemble à un mensonge, une façade que je ne suis plus sûre de mériter. Je me gare dans l'allée, le moteur s'arrête dans un léger soupir, et pendant un instant, je reste assise là, à fixer la porte d'entrée, redoutant la suite. Lorsque j'entre enfin, la maison est encore enveloppée du calme du petit matin. J'enlève mes chaussures près de la porte, la douleur dans mes pieds un souvenir sourd de la longue nuit, et je monte à l'étage. La porte de la chambre tremble. Je m'arrête sur le seuil, le souffle coupé à la vue de Liam. Il dort encore, affalé de son côté du lit, ses ronflements familiers emplissant la pièce comme un rythme régulier que je connais depuis des décennies. Les rides de son visage s'atténuent dans le sommeil, les soucis de la journée s'estompent, et une vague d'amour m'envahit, mêlée à un regret si vif qu'il me blesse. Je reste figée, à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser, et je m'imagine tout lui avouer. J'imagine les mots jaillir, rugissant et déchirant le silence. Je vois la douleur dans ses yeux, la confusion, la façon dont notre vie tranquille, le dîner à 17h, les nouvelles du soir, le confort de la routine s'effondrerait. Je vois la confiance que nous avons bâtie pendant 37 ans se briser, et je sais que je ne peux pas le faire. Je ne supporterai pas de le voir se briser à cause de moi. Alors, je fais le choix, là, dans cette porte obscure, de garder ce secret enfoui en moi, de l'enterrer profondément, même s'il me ronge de l'intérieur. Je m'approche silencieusement du bord de notre lit, m'assieds, les mains jointes sur les genoux, le matelas s'affaissant légèrement sous mon poids. Les larmes coulent alors, silencieuses, sur mes joues, tandis que je fixe la couette usée sous moi. Je ne sanglote pas, je ne fais pas de bruit, je ne peux pas risquer de réveiller Liam, mais le poids de mes émotions est écrasant. Je repense à ce qui s'est passé, à la façon dont je me suis laissé emporter par un moment aussi enivrant. Et pourtant, même si je me déteste pour cela, je ne peux nier ce que cela a suscité en moi. Cette rencontre, cette danse interdite de tension et de désir, m'a rappelé une vitalité que je croyais éteinte depuis des années.
C'était comme me réveiller après un long sommeil, engourdi, sentant mes propres poids nouveaux, me rappelant que je ne suis pas seulement une infirmière fatiguée ou une épouse prévisible. Et ça me terrifie de voir à quel point ça me manque. Les jours qui suivent cette nuit dans la chambre 421 s'estompent comme un rêve à moitié oublié, mais son poids pèse lourd sur moi. Je retourne à ma routine comme si de rien n'était, de longs quarts de travail à l'hôpital Saint-Marie, la douleur familière dans mes pieds tandis que j'arpente les couloirs, l'odeur d'antiseptique qui ne me quitte jamais. Je suis assise en face de Liam au dîner, lui passant le sel pendant que nous parlons de la météo ou de ses derniers mots croisés. Ma voix est ferme, même si mon esprit s'égare. En surface, tout semble identique, le tintement de nos fourchettes, le bourdonnement des nouvelles du soir, la lumière de la cuisine qui éclaire notre vie tranquille. Mais au-delà de tout cela, il y a une tension que je ne peux pas dissiper, un courant silencieux qui traverse tout. C'est comme si je retenais mon souffle, attendant que quelque chose se brise, même si je suis la seule à savoir qu'il y a une fissure dans les fondations. J'évite la chambre 421 aussi longtemps que possible, m'arrangeant pour des tâches à d'autres étages. Lorsque j'apprends par le poste des infirmières qu'Ethan et John sont sortis, une vague de soulagement m'envahit, si forte qu'elle me fait presque perdre pied. Ils ont disparu de ma vie, ne sont plus un souvenir tangible de ce que j'ai laissé se produire. Mais il y a aussi ce vide étrange en moi, un sentiment de perte que je ne veux pas nommer point et il ne s'agit pas d'eux, pas vraiment. Il s'agit de ce qu'ils représentaient, cette étincelle fugace de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me dis que c'est mieux ainsi, que leur absence me permet d'enfouir ce souvenir plus profondément, de le mettre à l'abri. Mais certaines nuits, lorsque l'hôpital est silencieux et que je suis seule avec mes pensées, je ressens encore le souvenir de cette chambre, l'intensité de leur présence, et cela réveille quelque chose que je ne suis pas sûre de pouvoir un jour faire taire complètement. Au fil des semaines, je commence à remarquer de petits changements en moi, des choses que je ne peux pas ignorer. Malgré tous mes efforts, je me surprends à m'attarder devant le miroir plus longtemps que d'habitude, à observer les rides de mon visage, les mèches grises dans mes cheveux, à me demander qui je vois me regarder. J'ai acheté un nouveau parfum l'autre jour, quelque chose que je n'aurais jamais osé porter avant. Je me disais que c'était juste un caprice, un petit plaisir après une journée difficile, mais au fond, je sais que c'est plus que ça. C'est une rébellion silencieuse, une façon d'être différente. Parfois, au milieu d'une tâche en train de faire un planning ou de plier du linge à la maison, mon esprit retombe sur cette nuit-là. Je revis l'excitation, les battements de mon cœur, le frisson interdit d'être vu comme je ne l'avais pas été depuis des décennies. Je ne compte pas refranchir cette ligne, jamais. J'ai choisi de garder cela enfoui pour protéger ce que j'ai avec Liam. Mais je ne peux nier que ce souvenir a réveillé une part de moi que je croyais disparue depuis longtemps, une part de moi-même qui aspire à plus que le rythme régulier de mes journées. C'est une prise de conscience dangereuse, qui me pousse à tout remettre en question.